Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lyon, nous sommes au Congrès national du bâtiment durable et nous allons nous intéresser à un sujet dont on a beaucoup parlé ce matin ici, que sont les matériaux biosourcés. Et nous allons en parler avec Madame Laetitia Fontaine. Bonjour. Bonjour. Je vais prendre le micro. Vous êtes directrice d'Amaco. Amaco, qu'est-ce que c'est ? Amaco, c'est l'atelier matière à construire. Donc, c'est un centre de recherche, de formation et d'expérimentation sur les matériaux bruts pour la construction durable. À côté de vous, Bernard Boyeux. Bernard Boyeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de BioBuild Concept. De quoi s'agit-il ? BioBuild Concept, c'est un bureau d'études spécialisé sur les matériaux sourcés. Et c'est bureau d'études pas dans le sens technique, mais dans le sens plutôt développement de filière, connaissance de la filière, connaissance des ressources, etc. Alors, vous allez garder la parole et on va remettre, on va dire, les pendules à l'heure. Un matériau biosourcé, c'est quoi ? Alors, un matériau biosourcé, le mot bio, il est utilisé ici dans le sens matériau origine du vivant. Donc, c'est la ressource qui vient du vivant. Et avec une caractéristique extrêmement importante, c'est que d'abord, c'est un matériau renouvelable facilement, puisque la première propriété du vivant et des matériaux biosourcés, c'est de repousser en permanence. C'est le premier point, donc une ressource renouvelable. Et deuxième point, c'est que ça se fait à partir de la photosynthèse, donc en stockant du carbone, qui est quand même un des grands sujets d'actualité aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique. Ça concerne quel type de matériaux aujourd'hui ? Alors, qu'est-ce qu'on a en matériaux biosourcés ? Matériaux biosourcés, on va dire, qui ont conquis le marché. Si on parle du bâtiment en France, tout du moins, nous, on aurait tendance à les classer en trois grandes catégories. La catégorie qui occupe le plus de terrain, c'est les isolants, avec en partie la fibre de bois et la ouate de cellulose, mais aussi on va trouver de la fibre de chanvre, de lin, etc., énormément de matériaux. Ou là, c'est des matériaux de substitution qui sont exactement la même chose que les autres isolants, qui rentrent dans les mêmes cadres, avec les mêmes fonctions donc, et les mêmes exigences. Deuxième option qui est un peu similaire mais un peu particulière, c'est la construction en paille. Je dis un peu particulière parce que c'est aussi de l'isolation, mais utilisée un petit peu particulière, de façon un petit peu spécifique. Et puis le troisième grand sujet qui a une vraie spécificité française avec énormément de compétences, ce sont les bétons végétaux, qui sont en fait des bétons dans lesquels, au lieu de mettre du sable, on met des végétaux, donc avec le bois, les granulats de chanvre, mais aujourd'hui on en développe avec plein d'autres ressources. Voilà. Et juste pour compléter, ça c'est le panorama français, mais dans le monde entier, on a beaucoup d'autres ressources disponibles, végétales, qui sont utilisées dans la construction. Et le bois d'œuvre, vous ne le classez pas dans ce qu'on appelle habituellement les matériaux biosourcés, c'est un classement à part, on va dire. Alors, le bois d'œuvre est évidemment le premier des matériaux biosourcés, mais qui a une structure déjà organisée. C'est une filière très, très organisée aujourd'hui, avec beaucoup d'organisation. Et par contre, les matériaux biosourcés, quand on exclut un peu, de façon un peu abusive, le bois d'œuvre, parce qu'en fait, on a affaire à des jeunes filières qui s'organisent, donc qui sont extrêmement différentes. Et puis peut-être une spécificité dont on a beaucoup parlé ce matin, c'est que c'est des matériaux qui poussent vite et donc qui stockent du carbone très très vite, contrairement à leurs grands frères de la filière bois. C'est peut-être un peu ce qui les différencie sur cet aspect climatique, quoi. Voilà, le chanvre, ça pousse d'une année. Chaque année, on replante du chanvre. Et ça va plus vite au niveau du stockage du carbone. Aujourd'hui, est-ce que ces matériaux, moi, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, je vais avoir la certitude qu'ils ont des qualités isolantes ? Autrement dit, est-ce qu'ils ont tous un certificat ACERMI ou pas ? On en est où avec, on va dire, la certification produit et la qualité produit ? Alors, là encore, il faut faire... On ne peut pas faire une réponse globale parce qu'on a des matériaux très différents. Laetitia le disait, dans le monde entier, on trouve des choses comme le bambou qui est utilisé, etc. Bon, il y en a tellement. Mais en France, sur ceux que l'on a, on a aussi des maturités différentes. Mais aujourd'hui, au moins sur les isolants, il y a des cadres très spécifiques. Ce qu'il faut dire, c'est que ces matériaux répondent exactement aux mêmes exigences que les autres. On rentre dans les mêmes cadres, avec les mêmes attentes, les mêmes avis techniques, les mêmes certifications ACERMI, etc. Il n'y a plus aucune difficulté aujourd'hui à trouver ce type de matériaux qui rentrent dans ces cadres en France. J'en tiendrai pour preuve une étude qui a été faite sur, je crois qu'il y a eu 3000 artisans d'interviewer. Les gens qui disaient que la réglementation, la normalisation était un problème, je crois que c'est 0,4%. Donc
utiliser ces matériaux aujourd'hui n'est plus, c'est un sujet qui reste. C'est pas un frein. Enfin, voilà. Le frein réglementaire n'en est plus un. Non, c'est un frein de développement pour les filières parce que c'est des petites filières locales et quand il faut faire une procédure d'avis technique, il y a un coût qui reste important malgré tous les efforts qui sont faits par le CSTB, la DHUP, etc. Mais on a des réponses aujourd'hui. Donc ça ne veut pas dire que tout est résolu. Je ne veux pas dire ça parce que ça reste quand même un parcours très compliqué pour les petites filières. Mais pour le maître d'ouvrage, les réponses sont là. Les réponses sont là. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu un tour d'horizon, qu'on a qu'on a dit ce que c'était, de quoi il s'agissait, on va parler de Fibra. Fibra, qu'est-ce que c'est? C'est ce dont vous avez parlé ce matin. Alors Fibra, c'est Fibra International, ça c'est le chapeau qui est au-dessus de tout ça. Donc c'est un ensemble d'événements qu'on a mis en place entre plusieurs partenaires. Donc BioBuild Concept, il y a Amaco, il y a aussi le TH à Zurich, il y a aussi l'agence Muséo, donc tout un ensemble de partenaires. Et ça rassemble principalement 3 événements. Le premier, c'est le Fibra Award, donc c'est un prix qui récompense des bâtiments contemporains. Donc c'est le premier prix d'architecture contemporaine en fibre végétale, qui est international, et de ce prix va aboutir à un livre et une exposition qui vont circuler. Là, c'est en cours le prix. On a déjà eu les lauréats. Alors, l'appel à candidature est sorti en avril. Les candidats se sont manifestés jusqu'au début septembre. Donc, on a eu plus de 300 candidatures. Et ensuite, il y a eu un premier jury qui a eu lieu juste avant le congrès dont on va parler après de Fibra Innovation, qui a permis de sélectionner 50 finalistes qui feront l'objet du livre et de l'exposition. Et dans un an, lors d'un congrès qui s'appelle le Sommet mondial des territoires, c'est ça ? Ouais, qui est organisé par la région Île-de-France dans un an, il y aura un jury d'honneur qui sélectionnera les lauréats. J'imagine que vous faisiez partie du jury. Tout à fait. Absolument. Sans rien dévoiler peut-être des gagnants, mais qu'est-ce qui vous a frappé sur les bâtiments qu'on vous a présentés? Où on en est de l'utilisation des biosourcés dans ces bâtiments? Est-ce que c'est tout le bâtiment? Est-ce que c'est juste un pourcentage du bâtiment? Et si oui, sur quel type de matériaux davantage? Alors, ce qui frappe déjà, c'est qu'il y a une très très grande diversité de matériaux utilisés et qui est dépendant des territoires d'où ils sont issus. Donc, quand on enlève le bois d'œuvre, comme on le disait, des matériaux en fibre végétale, il y a vraiment une très très grande diversité de matériaux. Certains qui sont très développés en France, par exemple, mais qui sont très différents d'autres continents, etc. Il y a une grande diversité de fonctions de ces matériaux. Ici, en France, on connaît surtout la fonction d'isolation thermique, mais ailleurs, ça va au contraire être un élément porteur. Ça va permettre de couvrir, de chlore, etc. Donc, il y a une grande diversité de fonctions possibles à ces matériaux-là. On ne peut pas les cantonner dans un rôle précis dans le bâtiment, et souvent, ils couvrent plusieurs fonctions dans le bâtiment. Donc, c'est ça qui est aussi intéressant, le fait que ces matériaux soient multifonctions. Et puis le fait aussi que quelquefois dans l'architecture, on a un peu l'impression que c'est de l'architecture un peu vernaculaire, enfin traditionnelle, mais en fait il y a énormément de choses qui sont très contemporaines qui existent aujourd'hui. C'est contemporain, c'est de la technologie d'aujourd'hui. Voilà. On ne revient pas forcément au passé. Peut-être un petit peu pour faire un cocorico, on n'a pas souvent l'occasion d'en faire. Mais moi, ce qui m'a frappé surtout, c'est que justement ce côté réutilisation ou exploitation du vernaculaire avec beaucoup d'intelligence, on le retrouve dans le monde entier. Il y a peut-être une spécificité en française, c'est d'être très technique, d'aller beaucoup plus loin que les autres pays dans l'aspect technologique, le développement de nouvelles solutions, etc. C'est vrai qu'on a dedans, les bâtiments en bambou, on en a une quantité famineuse, plus beaux les uns que les autres, mais on est vraiment sur de l'adaptation de savoir-faire traditionnel, alors qu'en France, on a vraiment une démarche scientifique très, très poussée, quoi. C'est le cas, par exemple, des bétons de chanvre. Oui. Absolument. Qui sont vraiment un matériau aujourd'hui moderne, technologique, et qui n'a rien à voir avec un matériau traditionnel, en fait. Et totalement franco-français. Vous vouliez ajouter quelque chose? J'allais ajouter, mais ça m'est sorti de la tête. Alors là, on a vu l'aspect Fibra International, l'aspect concours. Il y a un deuxième aspect, c'est l'aspect innovation. Bernard Boyeux. Alors, c'est ce que l'on a essayé de mettre en avant sur le congrès qui s'est tenu il y a une dizaine de jours.
Alors pourquoi est-ce qu'on a porté ce congrès? En fait, le congrès, il y avait deux journées. Une journée écomatériaux qui était un peu conférence, un peu généraliste, en essayant de faire passer des messages et de la communication, puis une journée beaucoup plus scientifique, qui est justement la journée de regroupement des scientifiques, puisqu'on a aujourd'hui un groupe de travail de scientifiques, il y a plus de 100 adhérents à ce groupe, donc une vraie force, et avec peut-être un petit problème, je ne sais pas s'il est français, mais j'ai un peu le sentiment de ça, de transfert de technologie entre ces experts scientifiques très pointus et l'exploitation au niveau du maître d'ouvrage, du maître d'œuvre, de l'entreprise. La difficulté est toujours un peu la même, hein, c'est de faire passer la recherche et le développement dans la vie de tous les jours et dans le produit de tous les jours. Tout à fait, c'est le transfert de technologie. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on essaie de faire un petit peu au travers de ce congrès. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple? Oui, je peux donner un exemple très précis. On a une compétence en France, par exemple, sur un sujet qui revient sur les bétons végétaux, mais sur tous les matériaux végétaux, qui est le fonctionnement hygrothermique, qui est très particulier. On est avec des matériaux qui stockent de l'humidité, qui changent de phase, humidité, vapeur d'eau, liquide, et qui sont des vrais matériaux changement de phase. On le sait depuis, je crois que la première thèse sur le sujet doit avoir 15 ans aujourd'hui. Donc on sait très bien, les scientifiques savent très bien modéliser ça au niveau d'une paroi, etc. On n'est toujours pas passé au niveau de la réglementation pour valoriser ça. Si bien qu'on se retrouve avec des bâtiments, il y a un bâtiment qui n'est pas dans le REA, à mon grand regret, mais qui est construit dans Paris. Paris Habitat dit que parmi tous ces bâtiments, c'est le seul qui tient ses promesses. C'est du béton de chanvre. On est parti sur la résistance thermique de ce matériau. On n'a pas inclus ce phénomène de régulation de l'humidité, voilà. En fait. Et donc, on est en surperformance par rapport aux autres. Tant mieux quelque part, mais quelque part, ça grève énormément l'avancement de ces projets, puisque pour avoir cette résistance thermique demandée, on a mis peut-être 10, 15, 20% de plus de matière. Voilà, alors que c'était peut-être pas nécessaire. Et on sait que l'économie de matière, ça fait partie aussi du problème. Absolument. Oui, qui est un sujet important, le coût de fonds. Et ces caractéristiques-là, qui sont très très intéressantes, ne sont comptabilisées nulle part et ne sont mises en valeur nulle part dans la réglementation aujourd'hui. Donc c'est un peu votre travail d'essayer de faire un travail de lobbying pour faire rentrer ça dans la réglementation. Comment êtes-vous écouté? Comment on vous reçoit? Alors, c'est un... Je veux dire, si je dis que j'ai une couverte, c'est un peu hypocrite. Déjà, je pense que vous êtes là aujourd'hui. C'est important de voir la parole qui vous est donnée. Je pense qu'un des messages, justement, qu'on voulait faire passer, mais c'est vrai que moi, j'ai découvert un petit peu la volonté des pouvoirs publics, des instances, de prendre les caractéristiques de ces matériaux en considération. En montant ce congrès, je me suis rendu compte que c'était déjà beaucoup plus loin et qu'il y avait beaucoup plus de volonté de le faire. Donc, je vais prendre en exemple un sujet qui était un peu au cœur de ce congrès, qui était le stockage du carbone, puisque je ne suis pas sûr que tout le monde soit conscient qu'en fait, quand on parle de carbone aujourd'hui dans le bâtiment, on parle de bilan carbone, c'est-à-dire qu'on parle de ce qui se passe sur toute la vie du bâtiment. Aujourd'hui, l'urgence, c'est ce que nous a dit en particulier Jean Jouzel qui ouvrait ce congrès, c'est de stocker du carbone aujourd'hui. C'est ce que redit le GIEC dans ce qui est paru il y a 10 jours. Et pour stocker du carbone, en fait, ce n'est pas la même fonction que de faire le bilan, puisqu'en fait, c'est au départ qu'on stocke du carbone. L'urgence aujourd'hui, c'est de stocker, ce n'est pas forcément de faire le bilan sur l'ensemble du cycle de vie. Et ça, là, vous allez un peu à l'envers de ce que j'entends tous les jours. C'est quand même, si on croit ce que dit le GIEC, on a 2 ans pour changer les choses. C'est pas ce qui va se passer sur 100 ans de la vie du bâtiment qui nous importe. C'est ce que l'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on construit, chaque mètre carré qu'on construit, on balance dans l'atmosphère 0,8, 0,9 tonnes de carbone. Donc ça se passe le jour où on met la clé sur la porte pour entrer dans sa maison, c'est dans l'air. Donc si on veut jouer aujourd'hui vraiment ce jeu du stockage carbone, c'est là que ça se passe. C'est maintenant, et c'est dans les bâtiments qu'on construit ou qu'on rénove aujourd'hui qu'il faut aller mettre du matériau biosourcé. Absolument. Absolument. Et ça c'est un phénomène. C'est très dur à faire passer. Déjà, le concept est quand même un petit peu complexe pour que les gens l'acceptent. Mais on est dans l'idée de l'analyse du cycle de vie où on n'est pas du tout là-dessus.
Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ça, c'était porté un peu par un label bâtiment biosourcé qui dort un petit peu dans un coin, mais pas tant que ça, puisqu'il sert quand même à d'autres réglementations. Le ministère nous a fait savoir, à l'occasion de ce congrès, que ce label bâtiment biosourcé allait être remis sur le devant de la scène avec une rénovation de ce label. Premier point. Deuxième point, ce qui est vraiment important, c'est que dans la loi Elan, toute jeune, toute fraîche, le stockage carbone est évoqué à 2 endroits, sur l'évaluation des matériaux et sur l'évaluation des bâtiments. Or, moi, je ne connais pas d'autre solution pour stocker du carbone dans le bâtiment que d'utiliser des matériaux biosourcés. Voilà. Et surtout si on doit agir en urgence. Absolument. Et donc pour terminer, donc il y a la loi Elan qui inclut ça dans le texte, et c'est en prémisse de ce que sera la future réglementation environnementale de 2020 qui, on l'espère, certainement va inclure mieux cet aspect de stockage de carbone. Alors, sur ce sujet, on a terminé. Juste vous voulez ajouter point, justement pour finir sur ce que vous disiez, je pense que ça a été porté très fort à ce congrès par la DHUP, mais aussi par un de ses bras armés qui est le CSTB, qui a affirmé ça et toute la volonté qu'ils avaient de porter ce genre de sujet. Voilà, donc si la DHUP s'y intéresse et le CSTB s'y intéresse, normalement, on devrait finir par y arriver. Absolument. On espère. Troisième action, on va dire, de Fibra. Oui, donc le troisième groupe, c'est les Fibra Events. En fait, on s'est rendu compte évidemment qu'on n'est pas les seuls à s'intéresser au sujet. Il y a beaucoup d'autres événements qui traitent des fibres végétales, des matériaux biosourcés, etc. Et c'est très intéressant de mettre en synergie tout ça. Donc les Fibra Events, ce sont d'autres événements portés par d'autres acteurs, mais qui sont complémentaires à ce qu'on porte et qui permettent de se donner mutuellement de la visibilité autour d'un sujet commun. Un exemple ? Un exemple, il y a eu cet événement est un événement Fibra Events, tout simplement. Et puis d'autres événements à venir. Il y a par exemple, dans un tout autre domaine qui touche moins les professionnels, mais par exemple les étudiants, les futures générations, il y a tous les ans un festival qui s'appelle Bellastock, qui est organisé par des écoles d'architecture et qui, l'été prochain, va traiter des fibres végétales. Enfin, voilà. On sent qu'il y a vraiment une dynamique sur ce sujet et on essaye de fédérer toutes les dynamiques en cours. Ce que je retiens de notre entretien, c'est qu'il faut stocker le carbone tout de suite et seuls les biomatériaux, les matériaux biosourcés peuvent le faire réellement. C'est ça. C'est ça. En raccourci, c'est ça. En raccourci, c'est ça. Je suis désolé, c'est un peu le problème des journalistes. Ça fait des raccourcis. Non, mais c'est ça. Et construire durable, c'est forcément prendre ce critère en compte. Voilà. On arrive au terme de notre échange. Je vais vous demander à tous les deux une petite conclusion et en forme de message aux congressistes ici. Qu'est-ce que vous voudriez leur faire passer comme message, en dehors de celui que je viens de raccourcir? Moi, le message, c'est que les arguments qui sont habituellement utilisés, c'est compliqué, il n'y a pas la réglementation, on n'y arrive pas, etc. En fait, c'est ce que disait Bernard, c'est qu'aujourd'hui, on peut les surmonter. Ça demande peut-être un peu plus d'énergie, etc. Mais c'est faisable. Et donc, allons-y, quoi. Avançons dans cette direction. On peut le faire, quoi. C'est possible. Oui, peut-être que le point, moi je vais revenir sur l'innovation, qui est un point extrêmement important, puisque là-dessus on avance. Mais comme le disait Laetitia, aujourd'hui c'est mûr, on peut faire, mais on n'a pas fini, quoi. On est au début d'une grande aventure sur ces sujets, qui est totalement sous-estimé, je pense, dans le crédit, le crédit du public à ce niveau-là. Je disais dans l'atelier tout à l'heure qu'on parle... Les matériaux biosourcés souffrent d'un déficit d'image ou d'une image un peu, entre guillemets, babacool, c'est ça? Exactement, c'est ça. Et on parle énormément... Voilà, passéiste, alors que c'est pas du tout ça. Au contraire, on est sur des matériaux extrêmement modernes, extrêmement pointus. Et on parle beaucoup d'économie circulaire. Je pense que la bioéconomie est un sujet largement aussi important que l'économie circulaire et qui porte... la bioéconomie est la seule économie qui peut stocker du carbone et qui est vertueuse à tous les niveaux. Alors, je vais vous faire plaisir. J'ai interviewé il n'y a pas longtemps quelqu'un de chez Saint-Théo, Mathieu Tamaillon, qui me disait on parlait d'économie circulaire, et lui me disait le travail qui est fait aujourd'hui par les matériaux biosourcés nous aide à faire comprendre l'économie circulaire. Formidable. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti Journal TV. Une émission donc à retrouver sur notre site et sur les sites de nos partenaires. Merci d'être venu jusque-là. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.